Mais bonjour à toutes et à tous, bonjour Birgit et merci d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Bonjour Mélissa, bah de rien, c'est un grand plaisir. Chouette. Bah écoute, aujourd'hui donc on va parler burn-out, on va un petit peu présenter la situation, donc ce qui t'est arrivé il y a quelques années, dans quelle Mhm. situation t'étais, etc. Et l'idée c'est vraiment d'expliquer aux personnes qui vont regarder la vidéo quels sont les symptômes, comment est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est sur la pente descendante, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir éventuellement, etc. Et donc un retour d'expérience en vidéo, voilà. D'accord, bah super, bah, je suis ravie d'aider parce que c'est vrai que moi c'était quelque chose quand justement je sentais que ça allait pas bien dans mon travail, c'était quelque chose un petit peu que j'avais envie de voir et que je recherchais en fait en ligne et que j'ai pas vraiment trouvé. Donc c'est une super initiative que tu fais là et je suis vraiment ravie de pouvoir y contribuer. Bah écoute, c'est Mhm. super gentil, je suis ravie aussi. Donc écoute, on va peut-être commencer l'interview pour les personnes qui vont nous regarder. Je propose que tu te présentes un petit peu ta situation personnelle, professionnelle aussi, actuelle. D'accord. D'accord. Donc je m'appelle Birgit Walsh et donc j'ai un mari et un enfant qui a 7 ans. Et aujourd'hui, on vit à Shanghai donc depuis bientôt 3 ans. Et donc le burn-out est arrivé juste avant notre départ à Shanghai. Donc c'était pas complètement anodin en fait ce départ finalement. Et du coup ça a été un petit peu une opportunité et une page blanche à tourner. Donc c'était vraiment parfait de pouvoir tout mettre derrière. Donc oui, aujourd'hui, on vit à Shanghai et j'ai profité de cette opportunité pour me reconvertir comme beaucoup d'expatriés en fait. Et puis pour vraiment me poser, prendre le temps de me poser les vraies questions. Et j'ai trouvé donc ma vocation et ce que je voulais faire. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des personnes à trouver leur mission de vie justement et leur vocation. Donc voilà, un gros programme. Chouette. Et est-ce Hum. que justement tu peux un petit peu revenir en arrière et nous expliquer dans quelle situation tu te trouvais professionnellement et peut-être même personnellement avant que n'arrive ce burn-out subitement? D'accord. Donc en fait, donc je travaille dans l'industrie pharmaceutique en Suisse donc une entreprise, une très grosse entreprise où on a des conditions vraiment incroyables. On travaille avec des gens incroyables parce que oui, c'est un environnement qui est, enfin moi en tout cas quand je suis rentrée, j'étais ravie quoi. C'était vraiment un job en or. J'y suis restée 4 ans. Donc les 2 premières années, c'était plutôt bien passé. Donc j'étais responsable en digital marketing, en marketing digital. Et en fait, les 2 premières années étaient vraiment géniales parce que j'avais un super boss. Il y avait vraiment, c'était un nouveau département, donc il y avait tout à faire. On innovait beaucoup. Voilà. Enfin, j'avais trouvé ça assez génial et j'avais justement un profil qui était un petit peu différent des profils typiquement scientifiques. Donc finalement, je sentais que j'avais quelque chose à apporter et que je contribuais. Jusqu'au jour où, comme beaucoup de personnes qui font un burn-out aussi, il y a eu un changement de management et donc cette nouvelle personne, évidemment n'ayant pas choisi son équipe, a commencé à un petit peu changer les choses. Et avant moi, il y a eu 2 personnes qui sont parties, enfin deux personnes, 2 femmes qui sont parties avant moi dont une qui disait oui, il y avait du harcèlement, enfin voilà, il y avait des choses quand même. Et moi, j'avais pas vraiment envie d'écouter ou j'avais pas vraiment envie d'y. Voilà, j'avais envie plutôt de mettre de ma visière et de me dire non, non, tout va bien, de toute façon, j'ai le job en or, tout va bien. Ensuite, donc une première personne s'en va, comme ça, du jour au lendemain. Une deuxième personne qui, du coup, se plaignait beaucoup, mais bon, c'était dans son caractère. Donc, pareil, j'y porte pas plus attention que ça. Et elle change de département. Donc voilà, elle s'en va, mais on était restés en contact. Et du coup, jusqu'au jour où finalement, j'étais la dernière personne que cette nouvelle manager n'avait pas choisi dans son équipe. Et c'est là que finalement le vent a tourné. J'étais un petit peu sa favorite au début et je me suis retrouvée un petit peu à être le vilain petit canard qu'il fallait dégager de l'équipe. Et au début, je voulais pas. Enfin, j'étais un peu en déni en fait de me dire mais on s'entendait bien avant. Je suis sûre que ce sont des malentendus. On peut communiquer. Il y a toujours moyen.
Donc, les techniques que j'ai faites, moi, justement, c'est là où j'ai découvert le coaching. Donc, du coup, j'ai fait quelques formations où, en fait, une coach m'a un petit peu aidée pour tout ce qui était communication, gestion du conflit. Donc, avec tous ces outils, en fait, je pensais que j'étais suffisamment parée et suffisamment prête à affronter le truc. Et puis, en fait, j'avais vraiment cette sensation que je pouvais l'aider, ma manager aussi, à devenir, elle, une meilleure manager en plus ou moins, bah voilà, en s'auto-coachant chacune l'autre. Puisque au départ, on s'entendait bien quand même. Et en fait, la situation s'est dégradée de mois en mois. Et en fait, j'étais vraiment en déni. En fait, c'était vraiment ça. J'avais pas envie d'abandonner et de me dire, j'avais pas envie de rester sur un échec. En fait, j'avais pas envie d'échouer. Il y avait un petit peu cette ténacité en moi qui disait non, non, faut rien lâcher. Voilà, j'avais en fait ce boulot en plus dans cette boîte était assez unique. En fait, avait pas d'autres départements qui faisaient du marketing digital, donc c'était pas. Et j'ai commencé en fait à regarder les autres départements, mais un peu tard en fait, quand vraiment ça commençait à être vraiment là, l'ambiance était plus que pourrie quoi. Il y avait, ouais voilà, ça allait vraiment plus. Et moi, en fait, mes symptômes, je dirais que je devenais de moins en moins productive. Donc, au départ, j'étais quand même bonne à ce que je faisais. Et là, fallait quand même l'admettre. Je pense que ma performance quand même baissait. Plus ma performance baissait, plus évidemment, elle avait des raisons de vouloir me faire partir. Donc, finalement, c'est un petit peu un cercle vicieux. Donc, moi, je devenais moins performante. J'étais beaucoup moins motivée. Tous les dimanches soirs, j'étais en stress à l'idée de devoir retourner au boulot le lundi. Enfin, c'était pas la joie, quoi. Et finalement, on prend plus plaisir à rien parce que même le week-end, même le soir, en fait, on est quand même préoccupé par ce problème, en fait. Donc, même si j'ai un fils extraordinaire, hyper optimiste et un mari aussi pareil qui était là pour me soutenir, ben finalement, on se met un peu en voile et on s'autorise pas à profiter de ça. Donc on s'autorise à rien en fait. Finalement, donc le plaisir, hein, je perdais plaisir à tout finalement, aussi bien à la maison que au travail, mais c'était le travail en fait qui influençait tout ça. Donc ça a été une période. Je dirais les 6 derniers mois ont été assez difficiles, même si du coup j'avais commencé à chercher un autre boulot, donc dans d'autres départements au sein de la boîte. C'était compliqué du coup d'être à fond et d'être bonne en fait dans les entretiens parce que finalement bah il y avait déjà quelque chose qui s'était cassé en moi en fait, j'avais plus cette même énergie, ce même enthousiasme et du coup cette espèce de harcèlement finalement m'avait fait vachement perdre confiance en moi mine de rien parce que je commençais à vraiment douter de mes capacités. Donc il y a vraiment il y avait plein de choses en fait qui ont fait que du jour au lendemain. Et c'est pour ça, quand tu m'as dit quels ont été les symptômes, est-ce que finalement, je savais que j'allais pas bien, mais jamais j'aurais cru que je ferais un burn-out. Je l'ai pas vu venir, en fait. Ça a commencé à être de plus en plus émotive, mais ça, je le suis. J'ai toujours été un petit peu, mais surtout depuis que j'ai eu mon garçon, en fait, je suis plus émotive. Donc, je m'étais dit, bon, je suis juste plus émotive, c'est comme ça. Mais en fait, non, il y avait autre chose, quoi. Je devenais juste plus émotive. Et du coup, jusqu'au jour où, en fait, au travail, je me mettais à pleurer. Voilà, donc il y avait là c'était plus juste émotive en regardant des pubs télé ou en voilà c'était vraiment émotive même pour rien quoi. Donc c'était vraiment pesant jusqu'au jour où donc avec une de justement la collègue qui justement s'était un petit peu fait harceler avant de changer de département, elle restait proche de moi parce que je crois qu'elle savait en fait quelque part ce qui allait m'arriver. Et donc, du coup, elle m'avait dit, tu sais, tu peux pas rester comme ça, quoi. Tu vas voir un médecin, fais quelque chose. Et donc, je fais OK. Donc là, je prends mon après-midi, je vais chez le médecin. Et là, mais c'est comme si je me suis effondrée dans le cabinet du médecin à me mettre. J'étais complètement, voilà, une espèce de serpillière. Pleurante, donc je me suis mise à pleurer toutes mes larmes de mon corps, à lui dire je sais pas ce qui m'arrive, je suis hyper émotive, je dors pas bien, et donc là elle me dit mais vous avez tous les symptômes d'un burn-out.
je me dis, ouais, bon, ben burn-out, pour moi, c'était pas ça. Pour moi, un burn-out, c'était plutôt des gens qui avaient trop de travail, trop. Moi, j'avais pas spécialement ça. C'est simplement que je vivais une situation stressante, mais je pensais pas qu'elle l'était autant, en fait. Je m'étais pas rendu compte que que ça m'affectait autant jusqu'au jour où, voilà, j'ai craqué, en fait. Mais coup de chance, juste avant de craquer, en fait, j'avais postulé pour un poste en digital marketing justement à Shanghai. Et là, le gars m'avait dit, ah ouais, nous on est hyper partants pour avoir des gens qui viennent du head office. Donc oui, on te prend. Par contre, il faudrait que tu viennes en janvier, voilà. Et moi, je lui avais dit, ben non, je vais pas venir sans ma famille. Il faut que je mette mon mari dans le wagon et que voilà, c'est une décision qui se prend pas comme ça. Mais j'avais pas réalisé qu'en Chine, les choses se passent assez différemment. En Chine, on sacrifie tout pour sa carrière et si le boss dit tu viens, tu viens. Bon, je lui ai dit non, moi c'est pas grave, je viendrai plus tard, mais pour l'instant, je voudrais que mon mari et mon fils qu'on puisse être bien, peut-être en juin, tu vois, je voulais qu'on finisse au moins l'année scolaire. Et donc, du coup, mon mari a mis la machine en route aussi pour Shanghai. Et coup de chance, il a eu donc du coup un poste à Shanghai avec de bien meilleures conditions que les miennes. Et puis lui aussi, c'était du coup un super poste. Enfin voilà, ça lui a ouvert des opportunités. Et donc du coup, j'en ai profité pour me dire bon génial, on part. Et au départ, je pensais que je retournerais dans cette boîte et que je prendrais éventuellement ce poste. Mais je pense que les effets du hasard ou non ont fait que la personne qui voulait m'embaucher, finalement, elle était partie l'été où je suis arrivée. Donc du coup, fallait tout recommencer. Et puis, je crois qu'au fond, j'avais pas vraiment envie. Je me suis dit, mais c'est voilà, on est un statut d'expatrié, on est quand même suffisamment bien loti pour qu'on n'ait pas forcément besoin de 2 salaires. Et puis après, une fois qu'on a fait les visas pour un, après c'était compliqué de les faire pour rajouter un pour deux. Je me suis dit, parfait, moi je vais prendre le temps pour moi, pour vraiment me poser des questions. Qu'est-ce que c'est que je veux faire? Voilà. Et donc, du coup, j'ai fait un coaching, j'ai fait une formation et voilà, de fil en aiguille, j'ai trouvé justement cette nouvelle vocation. Mais ça a été voilà, cette période, en fait, ouais, ça a été extrêmement difficile et du coup, j'ai essayé plusieurs choses justement pour un petit peu apaiser la douleur. Je sais qu'à ce moment-là, je m'étais acheté des CD de méditation, méditation au travail. J'avais essayé plein de trucs en fait pour vraiment canaliser mon stress mais en fait finalement rien n'avait vraiment marché et quand je me rends compte aujourd'hui, je crois que quand ce genre de situation arrive, j'ai envie de dire il faut pas s'accrocher en fait, ou il faut se poser la question pourquoi est-ce que je m'accroche autant et c'est à quoi que je m'accroche? Parce que finalement, quelque part, là, en fait, j'avais envie de gagner. C'était un petit peu... j'avais pas envie de lui donner raison à cette personne-là. Et j'avais envie aussi de me prouver quelque chose à moi-même parce que je suis quelqu'un qui a souvent changé de travail assez fréquemment et j'avais aussi envie de me prouver quelque chose à moi-même et peut-être aussi à mon mari que je pouvais garder un boulot pendant longtemps parce que lui, ça fait 10 ans qu'il est dans la même boîte, donc on n'a pas du tout les mêmes... Et du coup, quelque part, j'avais aussi envie de lui prouver que moi aussi, je pouvais. Et en fait, ça me correspondait pas. Et c'est en réalisant avec le recul, je me rends compte qu'en fait, je me suis forcée à faire des choses qui en fait me correspondaient pas. Donc c'était vraiment là le souci. Mais oui, Birgit, c'est super intéressant ce que tu racontes, ce phénomène qui a été progressif et qui s'est installé petit à petit. Mhm. Et donc moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de comprendre et de savoir comment ça s'est passé pendant la période d'arrêt de travail. Donc Mhm. comment tu te sentais? Est-ce que du coup, tu avais retrouvé ton énergie ou tu étais un peu fébrile? Enfin, à quoi ressemblaient tes journées en fait? En fait, c'était toute une période en fait de cocooning en fait quelque part. J'avais besoin de me retrouver quelque part seule et en sécurité. Je pense que j'avais un besoin de sécurité. J'ai passé pas mal de journées à regarder Desperate Housewives à la télé. Voilà, donc ça a été un petit peu
Euh, ouais, je suis restée. Je sais que j'ai fait 4 séances. Je suis allée voir une psychologue pour m'aider. Donc j'ai fait 4 séances avec une psychologue. Donc au bout de 4 séances, ça allait mieux déjà. Donc je dirais que ça devait être une séance par semaine. Donc 4 semaines, ça allait mieux. Mais je dirais que ces 4 semaines-là, justement, enfin, je me suis sentie au fond du trou, quoi. Parce que, bah oui, en fait, c'est comme si le corps lâchait. Parce que finalement, j'ai essayé de tenir, de m'accrocher, et tout d'un coup, là, c'est comme si mon corps avait lâché et que du coup, j'étais léthargique, en fait, plus ou moins. Ou c'est comme une mini déprime, en fait. C'est une mini dépression pendant quelques semaines, en fait. Mhm. Ouais, c'est un peu ça. Et Mm. ton mari et ton fils, ils réagissaient comment? Ils étaient soutenants ou ils comprenaient pas? Enfin, comment ça se passait? Ben, mon fils, je pense qu'il a rien vu. Enfin, il a rien vu. Ouais, ouais. Je pense pas il avait que 5 ans à l'époque, 4 ans, 4 ou 5 ans, donc je pense qu'il a pas vraiment compris. Euh, mais mon mari, là, je crois qu'il s'en est voulu de pas l'avoir vu venir, en fait. Et il s'en est peut-être un peu voulu aussi de m'avoir dit de m'accrocher et de m'avoir dit que je pouvais surmonter ça. Euh, parce qu'en fait, bah, c'était peut-être pas la meilleure chose à faire finalement. Il y a des moments où quand on va trop à l'encontre de soi, et ben finalement ça finit par lâcher. Donc, je pense que si on devait y repenser, je pense que là il me donnerait pas forcément les mêmes conseils, et moi non plus. Je pense que j'aurais pas la même approche, et il y a un moment donné où quand il faut abandonner, ou quand où il n'y a pas besoin de gagner à tout prix ou de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit à tout prix. Et je pense que ça a été l'erreur que j'ai faite. Hum. Mhm. Et avant de vivre ça personnellement, tu t'avais déjà entendu parler du burn-out ou de ce genre de phénomène? Ouais, mais je pensais que c'était pour les gens en surpoids de 50 ans, des gars en costard cravate qui volent à New York tous les jours. Enfin voilà, pour moi c'était ça le stéréotype de la personne qui fait un burn-out. Ou pareil pour une femme, mais plus voilà, plus haut et plus lointain dans la carrière, en fait. Je pensais pas que à mon niveau, j'avais quand même des responsabilités, mais c'était voilà, j'étais pas non plus CEO d'une entreprise. Donc pour moi, c'était plus ça. C'était des gens qui étaient vraiment en haut de l'entreprise, et vraiment qui bossaient 12 heures par jour, voire 16 heures par jour. Voilà, alors qu'en fait, moi, je faisais des horaires quand même assez réguliers. Enfin, j'avais quand même une vie de famille. Enfin, j'avais l'impression que j'arrivais à préserver ma vie de famille, alors qu'en fait, quand j'étais avec eux, ben, j'étais pas 100% présente. Mhm. Mais j'étais là. Voilà, j'avais du temps avec eux, mais c'était pas du temps de qualité. Ça, c'est important de le souligner aussi. Mais écoute, c'est parfait parce que en discutant, tu as répondu à toutes mes questions. Parfait. Et justement, pour boucler un peu cette expérience, je voudrais savoir à quoi ressemble ta vie aujourd'hui, Birgit? Quelle est la revanche sur tout ça? Bon, je sais pas si je l'appellerais une revanche, mais ouais, remarque, il y a plein de gens qui disent que la meilleure revanche que l'on peut avoir, c'est d'être heureux, quoi. Donc, si ça c'est une revanche, bah du coup je l'ai eu. Mais c'est pas dans ce but-là que voilà. En fait, aujourd'hui, donc oui, je suis vraiment contente, épanouie, ravie, parce que finalement, je me rends compte que j'étais pas à la bonne place à ce moment-là. J'ai compris plein de choses, en fait, depuis, et je me rends compte que de mettre un masque tous les lundis et de l'enlever tous les vendredis, quoique au final on finit par même plus l'enlever parce que c'est trop dur d'enlever une armure tout le temps, et du coup de se trimballer avec une armure comme ça tout le temps, et ben c'est épuisant. Et je pense que si je devais faire une métaphore du burn-out, ce serait peut-être un peu ça. C'est que à force de porter une armure, et ben l'armure elle nous écrase. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, bah oui, donc aujourd'hui j'ai enlevé l'armure, donc je me sens légère comme l'air. Et de pouvoir aussi apporter aux gens cette petite étincelle dans les yeux quand ils trouvent leur mission de vie, quand ils trouvent leur vocation, et quand ils comprennent en fait
ce pourquoi ils sont vraiment faits, quels sont leurs vrais talents, et ben moi je trouve que ça n'a pas de prix. Et du coup de faire ça au quotidien, ben moi voilà, ça me donne des ailes, voilà, ça me fait vibrer. Enfin c'est juste extraordinaire quoi. Ah, Mm, génial. Mais mm. écoute, de toute façon, je vais renseigner l'adresse de ton site en dessous de la Super. vidéo. Comme ça, les personnes qui trouvent que c'est génial ce que tu fais pourront avoir plus de renseignements. En tout cas, je te Merci. remercie beaucoup, beaucoup pour ton retour d'expérience qui est super De complet rien. et qui est vraiment une histoire particulière qui ressemble pas forcément aux autres. Enfin, c'est toujours le cas, hein, mais Ouais. c'est vraiment Mm, intéressant de plonger avec toi dans cette expérience. mm. Et bravo à toi pour cette initiative parce que j'espère que du coup, tous ces témoignages vont permettre à ceux qui te regardent et qui te suivent de se rendre compte qu'ils sont pas tout seuls et qu'il y a des choses que même si c'est douloureux de les dire et d'en parler, faut quand même trouver quelqu'un en fait pour le faire à un moment donné, même si ce sont des sujets qui sont pas évidents parce que surtout quand je sais que je connais beaucoup de gens aussi qui font pas des burn-out, mais des bore-out. Donc, Oui, je sais pas si tu connais oui, l'expression, mais oui, tout à fait. on s'ennuie tellement au travail que du coup, voilà, on en fait un espèce de bore-out. Et ben, va te plaindre à quelqu'un pour dire, ah, j'ai pas assez de travail, je m'ennuie, c'est horrible ce que je vis. Ben, je pense qu'il y aura pas beaucoup de gens qui seront là pour vous soutenir et pour vous écouter. Mais je pense que c'est de soi prendre conscience qu'il faut changer quelque chose, quoi, et qu'il faut pas rester comme ça, aussi confortable que la situation puisse être. Il faut savoir qu'elle va pas rester confortable. Il y a un moment donné où il faut se faire un petit peu violence voilà, pour sortir de là parce que ça va pas aller en s'améliorant. Voilà. Tout à fait. Mais merci beaucoup pour tous tes conseils. Je suis sûre que ce sera De très rien. utile aux personnes qui regarderont la vidéo. Et Merci à en tout toi. cas, je te souhaite vraiment une super belle continuation dans ton projet pilote de ma vie. Merci. Et voilà, je te remercie beaucoup en tout cas. Merci à toi. Au revoir, Mélissa. Au revoir Birgit, bonne journée, au revoir. Merci.